Il est chef du gouvernement depuis 2 ans, mais reste toujours une énigme. La politique, ou plutôt la surenchère politique, n'est pas sa tasse de thé. En cela, l'opinion le trouve réservé. À ses détracteurs, il rappelle souvent sa mission, essentiellement économique, et s'applique à mener de façon courageuse des réformes de fond propres aux technocrates connus qu'il est. Son gouvernement surfe en ce moment sur une croissance robuste, à 6,7%. Mais sur le terrain de la lutte contre les précarités, le chômage et les infrastructures de base, quel bilan défend-il en cette fin d'année 2017 ? Pour 2018, alors que le pays a la confiance des milieux financiers internationaux, envisage-t-il un changement de gouvernance pour mieux répondre aux attentes des Guinéens? Enfin, comment compte-t-il ramener la rigueur et l'efficacité dans l'administration publique tout en renforçant l'état de droit dans la République? Guinée Actu, perspective économique, reçoit pour vous ce soir le Premier ministre, M. Mamadi Youla. Bonsoir, Monsieur le Premier ministre. Allez-vous? Merci à vous. Je reste. Très bien. Bonsoir à tous. Monsieur le Premier ministre, merci une fois encore de nous honorer en répondant pour la 3e fois à notre invitation, un moment d'éclairage sur l'action publique, sur ce que vous menez au nom des Guinéens. Monsieur le Premier ministre, je vais vous présenter le déroulé de ce programme. C'est un programme d'1h30 que nous allons dérouler en 3 temps. Nous allons un premier pan qui portera sur la gouvernance et les résultats économiques. Nous parlerons aussi des grands projets de développement en termes de perspectives. Aussi, nous allons parler de civisme et de respect des droits. L'objectif, Monsieur le Premier ministre, est de passer surtout en revue le bilan gouvernemental en termes de résultats concrets et d'impact sur la population. Monsieur le Premier ministre, une fois encore, on ne le dira jamais assez, merci. Pourquoi vous tenez tant à communiquer sur cette place? Je voudrais commencer par vous remercier, Monsieur Camara, de nous donner l'opportunité de venir nous adresser à nos concitoyens. Comme je vous l'ai déjà dit sur ce plateau, nous avons des responsabilités. Et le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger s'attelle à cette exigence de responsabilité, mais aussi de redevabilité. Donc, nous avons une équipe gouvernementale attelée à un certain nombre de tâches, donc de responsabilités de haut niveau, importantes pour le pays. Donc, il est tout à fait normal, et cela j'y tiens, à ce que chacun des membres de cette équipe s'attelle aussi à cette exigence de redevabilité. L'action que nous menons à la tête de l'État, nous devons faire en sorte que cette action soit expliquée, soit comprise par nos concitoyens. Donc, communiquer est un pan intégral. Il fait partie donc intégrante de cette action que nous menons à la tête du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, lors de votre précédent passage ici, vous avez quitté avec un engagement fort et au-delà, vous avez même été jusqu'à en tenir une promesse sur une problématique cruciale de développement, surtout à Conakry. Je vous laisse découvrir cette première séquence. Nous souhaitons faire un travail qui puisse améliorer le quotidien de nos concitoyens. Nous sommes conscients des difficultés que les Guinéens traversent et nous entendons, avec la politique que nous menons, faire en sorte que nos citoyens voient leurs conditions de vie améliorées, qu'ils soient soulagés des difficultés que nous tous, nous décrivons ici. Il y a une chose que nous n'avons pas abordée, l'assainissement, mais aujourd'hui, nous sommes sur une lancée et nous espérons régler définitivement le problème de l'assainissement au cours des prochains mois. Monsieur le Premier ministre, est-ce que vous, en cette fin d'année, aujourd'hui, cette question se pose encore comme elle se posait il y a 6 mois? Je vois que vous nous suivez de près et surtout vous nous prenez au mot, mais je peux vous assurer que
les engagements que nous prenons devant la nation sont des engagements, bien entendu, étayés par des actions concrètes. Il y a plusieurs mois, en fait, depuis bientôt un an, nous avons fait le constat que nous n'avions pas auparavant mis en place un processus structuré, formel, pour attaquer le problème de l'assainissement de manière générale. Nous avons contacté des partenaires au développement qui nous appuient et ceux qui étaient susceptibles de travailler dans ce domaine-là. C'est le cas de l'Union européenne, mais aussi un peu plus tard de la BID. Donc nous avons mis ce comité au sein duquel siègent non seulement des représentants de l'administration, mais aussi des partenaires qui travaillent avec nous sur cette question. Nous avons recruté un consultant pour faire une étude, pour trouver quelle est l'approche la plus appropriée pour répondre à cette problématique-là. Alors, nous avons, au cours de ces discussions, arrêté 2 démarches qui devraient se poursuivre parallèlement. Nous devons réfléchir, mettre en place un processus pour trouver une solution sur le long terme. Parallèlement à cela, on ne pouvait pas attendre de trouver cette solution qui prenait du temps pour nettoyer la ville. Donc il fallait aussi en même temps mettre en place un programme d'urgence pour justement répondre aux défis qui se posaient au quotidien. Donc nous avons mis en place ces 2 démarches et encore une fois, ce travail a toujours été fait sous la direction, sous les directives du chef de l'État, qui a pris une décision importante en créant, comme vous le savez, l'agence qui est en charge maintenant de l'assainissement. Cela venait d'un constat simple. Auparavant, la multiplicité des intervenants ne permettait pas de responsabiliser une entité pour dire vous êtes en charge de l'assainissement. Toutes les questions relevant de l'assainissement, vous en êtes en charge. Donc la création de cette agence découle de ce constat. Et le chef de l'État a posé cet acte. Et avec cette agence qui siège au sein du comité interministériel, nous avons plus travaillé sur l'urgence. Et encore une fois, avec les efforts et les appuis du chef de l'État, cette agence a été dotée de moyens et vous avez vu, ce n'est pas parfait, mais le constat qu'on avait il y a quelques mois où les ordures s'accumulaient un peu partout en ville, on a vu un effort non négligeable qui a permis de réduire ces tas d'ordures un peu partout en ville et surtout de commencer à travailler sur ce processus de long terme. L'assainissement pose un problème, c'est d'abord l'attractivité à laquelle la Guinée travaille aujourd'hui, avec vraiment tous les signaux que nous montre l'économie. Peut-être nous aurons le temps d'en parler profondément, mais il y a le côté attractivité des investisseurs qui viennent dans ce pays. C'est pourquoi pour nous c'est devenu un problème crucial et il pose même un problème de gouvernance. Alors, la question de l'assainissement, il faut bien comprendre, pour dire que au Conakry, c'est une ville aujourd'hui qui certainement n'est pas loin de 3 millions d'habitants. Il faut bien comprendre que assainir une ville de quelques millions d'habitants, ce n'est pas un travail d'amateur, c'est un travail de professionnel. Il y a des gens dont c'est le métier. Et c'est le choix que nous avons fait, de recruter un professionnel pour s'attaquer à cette problématique-là. Donc ce processus est en cours et nous avons l'appui de ces partenaires de l'Union européenne et de la BID aujourd'hui qui se sont engagés de manière formelle à mettre en place, pour ce qui concerne l'Union européenne, quelques dizaines de millions d'euros. Ce financement, nous ne l'avions pas avant. Et du côté de la BID aussi, quelques dizaines de millions de dollars. Ces ressources vont venir appuyer les efforts du gouvernement pour permettre justement de réaliser un certain nombre de choses. C'est-à-dire qu'il y a des infrastructures à réaliser, notamment la décharge, comme vous connaissez, qui était dans une situation critique. Il y a un programme qui est en train d'être préparé pour le réaménagement de cette décharge-là, pour la viabiliser, ce n'est pas pour la pérenniser. Et de l'autre côté, nous avons engagé des études pour choisir un site
pour une nouvelle décharge qui va travailler en tandem avec la décharge qui est actuellement utilisée, afin progressivement de transférer les ordures du côté de cette nouvelle décharge. Ce processus est en cours, donc nous sommes certains, lorsque nous aurons ce programme en place, Conakry présentera un visage beaucoup plus avenant. Et je pense Pour finir avec cette question, est-ce que c'est une priorité de l'action gouvernementale? Absolument. Je puis vous assurer que lorsque nous avons mis en place ce comité pour travailler sur cette question, nous avons conféré au travail de ce comité la plus haute priorité. Ce comité se réunit sous ma présidence régulièrement. Lorsque nous faisons, la dernière fois que nous nous sommes réunis, c'était, je crois, au début de ce mois ou à la fin du mois passé, pour justement, avec les consultants, ils sont venus nous présenter le rapport de l'étude qui a été faite. Monsieur le ministre, pour ne pas pouvoir accélérer rapidement sur cette question, alors que de l'autre côté, nous avons des chiffres vraiment encourageants et qui sont vraiment l'honneur de votre gouvernement, maîtrise de l'inflation, croissance qu'on dit robuste, mais aussi diminution du déficit. De quoi vous êtes vraiment fier au-delà de tout? Alors, je pense que là-dessus, nous ne sommes peut-être pas là aujourd'hui pour faire un bilan exhaustif. Généralement, nous le faisons après la fin de l'année, lorsque nous faisons le séminaire gouvernemental pour passer en revue de façon plus spécifique les réalisations de l'année qui vient de s'écouler. Mais nous avons trop l'habitude en Guinée de nous plaindre de tout ce qui ne va pas. On a l'impression que rien ne marche dans ce pays. On a l'impression que tout va de travers. Mais aujourd'hui, lorsque la Guinée connaît des réussites, lorsque la Guinée fait des réalisations remarquables, il est important que les Guinéens en soient fiers et se rappellent bien que c'est le fruit d'un travail, c'est le fruit d'efforts. Cela ne tombe pas du ciel. Au cours des 2 dernières années, nous avons réalisé la croissance la plus élevée depuis 1980. Le taux de croissance de 2016 et 2017, lorsque nous avons regardé la série de la croissance du PIB de notre pays depuis 1980, nous avons vu que 2016 et 2017 sont les 2 années avec les taux de croissance les plus élevés. Vous avez rappelé que cela, c'est un travail de l'équipe gouvernementale, sous le leadership du chef de l'État, qui, lorsqu'il a mis en place cette équipe gouvernementale, a été derrière son équipe, derrière son gouvernement. Tous les instants, a appuyé, a montré une détermination sans faille pour engager et soutenir les réformes. Il faut bien comprendre que réformer, c'est difficile. Donc, si vous n'avez pas le soutien du premier responsable du pays, ça va être difficile. Donc, si nous avons pu réaliser cela, c'est grâce au leadership et au soutien du chef de l'État. Aujourd'hui, nous avons, depuis fin 2015, réduit de façon drastique. Nous partions d'un solde budgétaire qui était largement négatif, puisque nous parlions d'un taux de 6 à 8% négatif. Donc, en 2016, nous étions presque à 0%, 0,7% de solde d'ailleurs positif. Et pour cette année, nous restons dans la même tendance. Le solde budgétaire n'est plus négatif. Il était négatif de 6 points de pourcentage, 6 à 8 points de pourcentage du PIB. Aujourd'hui, nous sommes presque à 0. C'est-à-dire que nous avons équilibré le budget de ce niveau-là. En ce qui concerne l'inflation, nous sommes dans une fourchette de l'ordre de 8%, ce qui est tout à fait compatible avec une activité qui va à la hausse. Donc là aussi, nous disons que les choses restent relativement bien maîtrisées. Et sur d'autres aspects, je ne veux pas rentrer trop dans les chiffres, mais ce que je veux vous dire, que lorsque vous voulez, disons, lancer un programme ambitieux avec la finalité d'améliorer le quotidien
des Guinéens. Parce que c'est ce que le Guinéen, c'est ce qu'il va mesurer. C'est en cela qu'il va dire, oui, le travail qui est fait est bien, parce qu'il va voir son quotidien s'améliorer. Donc pour faire ça, il y a des bases, il y a des fondamentaux. Pour construire une maison, il vous faut une fondation solide. Donc ce travail, il faut stabiliser l'économie, il faut s'assurer que nous avons une base économique solide afin de penser à cette étape. Aujourd'hui, on peut le dire que la base économique est solide. En tout cas, lorsque vous regardez les chiffres, qui ne sont pas forcément d'ailleurs de la Guinée, de ceux qui, sur le plan international, produisent des statistiques internationales, vous allez voir que la Guinée, aujourd'hui, est très bien classée dans ces chiffres-là, dans ces classements établis par ces... Et cela donne beaucoup d'ambition. Nous l'avons vu récemment lors du passage des ministres économiques pour la défense du budget à l'Assemblée. Les députés aussi avaient les mêmes soucis. Maintenant qu'on parle de croissance améliorée, il faut beaucoup plus penser au quotidien du Guinéen. Je vous propose de suivre ce reportage qu'avait réalisé un de nos reporters depuis l'Assemblée nationale. L'élite administrative financière face aux élus du peuple. Au menu, la présentation de la loi des finances 2018 et la politique monétaire de la Banque centrale. L'essentiel des actions consiste à consolider les résultats obtenus dans les efforts de stabilité du cadre macroéconomique et budgétaire, ce qui va permettre au gouvernement d'accélérer la croissance économique, de réduire la pauvreté et de promouvoir le développement du secteur privé. Du côté des dépenses, on serait autour de 20 000 milliards, donc, et avec 15 000 milliards du côté un peu plus de 15 000 milliards du côté des recettes, avec un déficit budgétaire qui se trouverait autour de disons 2200 000 milliards, donc qui est maîtrisé bien sûr et qui a la particularité d'insister beaucoup plus sur les investissements, comme quoi dans les années à venir nous allons pouvoir bénéficier de beaucoup d'investissements, surtout dans les infrastructures, que ce soit les routes, l'eau, l'électricité. Donc le président de la République est bien entendu décidé d'améliorer notre cadre de vie, toutes choses qui devraient normalement participer à la réduction de la pauvreté dans notre pays. Ce budget élaboré dans une approche pluriannuelle vise principalement à accélérer le plan national de développement économique et social, une initiative du gouvernement qui s'étend jusqu'en 2020. Ce budget est bien sûr aussi marqué par la situation au niveau national. Comme vous le savez, donc en 2016, notre pays, je dirais, a rebondi. Sa croissance est établie à 6,6%. Pour 2017, on estime cette croissance à 6,7%. Je dirais que quasiment tous les indicateurs macroéconomiques sont au vert. Donc c'est ce qui a marqué l'élaboration de ce budget. Avec pour objectif, effectivement, de faire en sorte que la politique monétaire réponde à l'objectif essentiel de la Banque centrale qui est, la mission essentielle de la Banque centrale qui est la stabilité des prix. Et vous avez vu, depuis quelques années, le chemin qui a été parcouru dans ce sens-là. On est passé en effet de quelques 21% en 2011 à une inflation à un chiffre aujourd'hui, ce qui est conforme aux principaux critères de convergence que nous avons avec nos partenaires de la sous-région. Pour le président de la Commission économie et finances de l'Assemblée nationale, ce projet de budget a pris en compte toutes les suggestions des députés par rapport aux années précédentes. La présentation que nous en avons eue nous donne la satisfaction de voir qu'il y a un progrès, une augmentation de cette année 2017 à l'année prochaine, une prévision d'augmentation de 4 000 milliards. Et nous allons regarder dans les détails d'où viennent ces 4 000 milliards, comment ces 4 000 milliards vont être utilisés. Est-ce que la priorité est accordée aux secteurs sociaux, au secteur économique, dans quelle proportion, pour que les hypothèses de croissance puissent reposer sur du solide. Dans la répartition sectorielle de l'enveloppe des investissements, 79% des dépenses sont absorbées par 3 secteurs. Dans le développement rural, l'agriculture bénéficie de 61%. L'éducation, la santé et les affaires sociales absorbent respectivement 45 et 49% des dépenses du secteur social.
Monsieur le Premier ministre, c'est un budget qui a été adopté à l'unanimité. C'était aussi une grande première pour la Guinée. Mais sur 2017, qu'est-ce que vous avez fait de cette croissance-là? Qui a bénéficié réellement? Les jeunes, les femmes, l'emploi? Qu'est-ce qui a réellement bénéficié de cette croissance économique? Nous avons un secteur rural de manière générale, agriculture et secteur affilié, qui s'est très bien tenu. Donc ça veut dire que les acteurs dans ce secteur-là ont bénéficié de cette croissance, puisque c'est un secteur qui a connu une bonne croissance. Le secteur secondaire de manière générale, mais en particulier le secteur minier, là aussi avec un niveau d'investissement et d'activité important et soutenu, a aussi été un secteur qui a permis non seulement d'attirer beaucoup d'investissements, de faire donc travailler beaucoup de monde, et donc de générer aussi des emplois. Là aussi, on a plusieurs milliers d'emplois. Je vous l'avais dit ici, je crois l'année dernière. J'ai dit qu'il y a des emplois, c'est pas pour plus tard, mais c'est maintenant que les emplois vont être créés. Et aujourd'hui, lorsque vous prenez les chiffres du ministère des Mines, ils vont vous parler, à date d'aujourd'hui, de 10 000 emplois créés depuis fin 2015 dans ce secteur-là. Le chiffre dans le secteur rural est un peu plus diffus, puisque au niveau de l'agriculture, vous savez, il y a beaucoup d'activités informelles, mais là aussi, lorsqu'il y a reprise, cela peut vous dire qu'il y a forcément de l'activité, et cette activité, elle est portée par des hommes, par des travailleurs, donc qui bénéficient de cette croissance. Il y a bien entendu d'autres secteurs, les secteurs sociaux n'ont pas été en reste, puisque au cours des dernières années, le secteur de l'éducation, de la santé en particulier, ont connu une croissance très importante, puisque leur part dans le budget a augmenté. Qu'il s'agisse du secteur de l'éducation, tout comme du secteur de la santé, nous avons connu une réelle augmentation, une augmentation sensible de leur part dans le budget. Donc cela dénote que cette croissance, elle a été solide, robuste, mais aussi elle a été, dans la mesure du possible, utilisée et répartie de manière assez judicieuse. Nous avons deux fouineurs sur ce plateau, Bachir Silla du journal du site d'information guinéeco.info, mais aussi nous avons notre consoeur Makeme Bamba de la BBC Afrique et de Radio Guinée. Ils ont des questions pour vous, Monsieur le Premier ministre. J'allais rebondir sur l'aspect communication et visibilité des actions du gouvernement. Quel mécanisme mettez-vous en place aujourd'hui? Vous avez parlé des efforts fournis par le gouvernement, mais le Guinéen lambda ne voit pas ces efforts-là sur sa vie, sur le terrain, dans son quartier, notamment au niveau des secteurs sociaux de base, l'eau, l'électricité, même s'il y a un léger mis avec l'électricité, la santé et la route. Bien, écoutez, alors je vais prendre peut-être un exemple lorsque vous avez une unité, une usine, un complexe industriel, vous êtes un promoteur et on vous confie un complexe qui, lorsque vous arrivez, quand même présente des difficultés, des insuffisances, ça ne marche pas très bien. Vous commencez d'abord par remettre en place, lorsque vous avez un complexe, je prends un complexe agro-industriel, vous avez une usine, vous avez des plantations. Si vous venez que de l'usine, il y a beaucoup de machines qui ne marchent pas, les plantations ne sont pas très bien tenues, les rendements sont très faibles. Si vous voulez faire marcher cette usine pour pouvoir justement alimenter le marché local, puisque c'est l'objet d'un complexe, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez commencer par remettre l'usine sur les rails. C'est-à-dire, s'il y a des pièces qui sont défectueuses, vous allez présenter, d'abord, puisque vous n'allez pas sortir ça de la poche, vous allez préparer un plan pour relancer cette usine-là. Donc, vous allez aller faire l'étude, voir qu'est-ce qu'il faut faire. Ensuite, vous allez aller chercher des gens qui vont financer, puisque généralement, ces activités, on les finance il y a des gens dont c'est le travail, le système bancaire, le système financier. Lorsque vous faites tout ça, et je crois que pour toute chose, toute proportion gardée, c'est ce que nous avons fait. Et maintenant, il faut commencer à produire pour pouvoir justement délivrer le fruit de votre complexe. Donc ce travail-là
nous l'avons fait. Pour revenir à la communication, Monsieur Camara vient de vous le dire, nous sommes la communication, toute modestie gardée, hein, mais la communication que nous avons engagée depuis 2 ans maintenant, je pense que c'est une communication tout à fait, j'allais dire, en rapport avec les ambitions que nous avons de redevabilité vis-à-vis des Guinéens. Donc nous savons très bien que la couverture, c'est-à-dire les canaux qu'utilise cette communication peuvent peut-être poser problème, puisque ce que nous disons ici, il y a peut-être des gens à l'intérieur du pays qui ne vont pas accéder à cette information-là. Mais je disais tout à l'heure au directeur de la RTG, c'est le travail aussi du gouvernement, à travers le ministère de la Communication, de s'assurer que ces canaux fonctionnent, d'utiliser les bons canaux. Ce que nous disons ici, il y a une partie de l'opinion guinéenne qui vont écouter à travers d'abord la RTG, Monsieur le Premier ministre, quelqu'un qui a l'eau chez lui, quelqu'un qui a l'électricité, quelqu'un qui a les moyens de déplacement, il n'a pas c'est justement ce que j'allais dire. Elle a parlé de communication. S'il y a une amélioration, ça devrait se ressentir sur le panier de la ménagère, parce qu'aujourd'hui, le panier de la ménagère est maigre. Le pouvoir d'achat du Guinéen, tous les deux, ils sont vraiment maigres. Je viens de vous dire que les choses aujourd'hui, les financements, parce que pour revenir à ça, hein, je résume ce que j'ai dit. Les financements que nous avons pu mobiliser, aussi bien dans le cadre de l'accord avec la Chine que dans le cadre du financement du groupe consultatif, ces financements vont commencer à être mis en œuvre maintenant. Et nous espérons que la mise en œuvre des projets qui seront financés justement par ces ressources, ces projets seront choisis de façon à impacter la vie des Guinéens. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure en introduction. Ce travail, c'est un travail de longue haleine. Il faut créer la richesse pour pouvoir la partager aux Guinéens. La Guinée a fait une offensive en allant chercher des investisseurs. Nous avons vu le cas d'Abu Dhabi, on a vu le cas avec la Turquie, mais sur le terrain également, ces investisseurs, on ne les a pas vus venir investir dans ces secteurs, on a plutôt vu d'autres partir. Bon, là, il faut relativiser. Hein. Moi, je vous donne des chiffres. En 2015, l'investissement direct étranger représentait 3% du PIB. Aujourd'hui, en 2016 et 2017, nous sommes à 19 et 17%. On est parti de 3% en 2015. Donc là aussi, il faut relativiser. Nous travaillons sur cette question précise. J'ai dit qu'il faut travailler de manière méthodique et structurée. Sur ce travail précis, pour parler des investisseurs, il faut que dans notre pays, les investisseurs puissent se sentir à l'aise, puissent trouver les conditions pour investir. Sous le leadership du chef de l'État, depuis 2011, un travail énorme a été fait. Aujourd'hui, comme vous le savez, il y a des critères internationaux qui permettent là aussi de mesurer cela. Si vous prenez le classement Doing Business, pour la dernière année, la Guinée a gagné 10 points. Je crois que c'est la croissance la plus forte que nous ayons eue. Aujourd'hui, nous avons un niveau, lorsqu'on partait des chiffres de près de, où on était presque à la 180e position, aujourd'hui nous sommes à la 157e position. C'est vrai, on est parti de loin, mais on a parcouru quand même pas mal de chemin. Donc, on vient de gagner 10 places. Dans le classement de la compétitivité de la Banque mondiale, la Guinée est classée parmi les 5 pays qui ont fait le plus de réformes au monde. Pas en Afrique de l'Ouest, mais au monde. Nous sommes parmi les 5 pays. Dans le classement du Forum économique de Davos, qui font aussi ce même type de classement, entre 2015 et maintenant, nous avons gagné 21 places dans ce classement-là. Donc, ça, ce n'est pas la Guinée qui fait ce classement, ce sont ceux qui nous observent. Mais il faut aussi qu'on se dise, la zone aujourd'hui où nous investissons le plus, où il y a plus d'investisseurs, c'est Bokeh. Mais qu'est-ce qui se passe à Bokeh depuis quelques mois? C'est d'ailleurs exigé un zone économique spéciale. Oui, mais qu'est-ce qui se passe à Bokeh depuis quelques mois?
manifestation, les débris. Vous pensez que ça, c'est de nature à rassurer les investisseurs? Vous avez vu, on a connu, voilà, nous ne sommes pas là pour lancer la pierre à quelqu'un, mais à Fria, la situation était tellement difficile que l'investisseur a décidé de fermer l'usine. On a connu Zogota, ce qui s'est passé, mais on a tout brûlé là-bas, mais les gens sont partis, aujourd'hui il n'y a rien. Vous parliez tout à l'heure d'indicateurs au vert sur beaucoup de plans. Il y a que le Fonds monétaire et la Banque mondiale ont estimé que la Guinée est exposée à un surendettement et à une grande vulnérabilité. Qu'est-ce que le gouvernement fait pour que les prêts qu'il contracte cette année et puis les années à venir ne nous fassent pas retomber dans la situation d'avant PPTE? Nous sommes parmi les pays les moins endettés. Donc le ratio entre notre PIB et notre dette est parmi les plus bas. Nous avons peut-être certes des questions, mais nous y travaillons pour mieux gérer, pour organiser la gestion de notre dette. Donc pour pouvoir transmettre les bonnes informations, avoir le bon suivi de toutes les dettes. C'est peut-être ça le seul enjeu. Par ailleurs, l'économie guinéenne a été confrontée en 2017 à deux risques majeurs. D'un premier abord, il y a cette gestion macroéconomique et budgétaire rigoureuse que vous impulsez, mais de l'autre côté, il y a les crises, par exemple, d'ordre social et politique. Nous venons de sortir d'une grève des enseignants, il y a eu tellement de mouvements politiques dans le pays, et avec le cycle électoral qui se profile à l'horizon, les communales en 2018, les législatives en 2019 et puis la présidentielle en 2020, est-ce que tout cela ne représente pas un risque pour freiner le taux de croissance que vous ambitionnez à 2 chiffres à l'horizon 2020? On ne peut pas passer tout notre temps à manifester, à protester et à se plaindre. Et s'il n'y a pas de travail, les autres ne viendront pas créer la richesse, travailler pour nous. Ce n'est pas possible. C'est à nous de travailler pour faire en sorte que notre pays avance. Les mouvements, nous reconnaissons, nous sommes un pays de droit. Je crois que le chef de l'État, sur cette question, ne fait pas de compromis. C'est très clair. Nous avons adhéré à un certain nombre de règles, de principes, aussi bien au plan national, même qu'au plan international, certes. Mais beaucoup d'autres pays aussi ont adhéré à ces règles-là. Mais moi, je le dis, quand vous prenez le rythme des manifestations, des protestations, des troubles, des ceci, des cela, c'est pas très... Entre nous, hein, là on se dit, on se regarde entre nous, Guinéens, on s'assoit, on se regarde les yeux dans les yeux, on se dit, c'est pas très sérieux, on ne peut pas continuer tout le temps à manifester, à se taper dessus, à crier, mais qui travaille? Quand est-ce qu'on travaille? Pour revenir à l'exemple que je viens de donner, pour dire, si vous avez quelque chose, voilà, ce chantier-là à mettre en place, mais écoutez, soit vous travaillez pour faire améliorer les choses, soit le chantier reste comme il est. Vous avez vos travailleurs, ils sont là, soit ils sont attelés à travailler pour améliorer les choses, soit ils font autre chose. Mais ils ne peuvent pas passer le temps à protester et espérer que les choses se fassent. C'est nous qui devons produire. Les autres, les Chinois travaillent et avec ça, ils développent leur pays. Les Indiens travaillent, ils développent leur pays. Donc tout ça, il faut qu'on comprenne que nous devons avoir un consensus sur des choses essentielles. On ne peut pas tout le temps miser sur la protestation, sur la contestation. Il faut un peu, à un moment donné, qu'on se fixe sur des choses essentielles, sur des objectifs en termes, des choses qui sont essentielles, qui doivent être au-dessus de ces contingences-là. Une dernière question peut-être pour finir avec ce panel gouvernance. L'aspect lutte contre la corruption. C'est vrai que la Guinée vient de se doter d'une loi contre la corruption. Mais compte tenu de l'ampleur du phénomène dans ce pays, on se demande pourquoi le gouvernement n'intente pas des actions contre des actions de corruption. Alors, écoutez, nous sommes effectivement, le gouvernement a estimé, et ça je peux vous dire, c'est une initiative que nous avons prise,
d'adopter, de préparer un projet donc, qui permette de définir le cadre. C'est-à-dire aujourd'hui, dans ce projet, dans cette loi qui a été adoptée, vous avez clairement un certain nombre de choses qui définissent comment, par exemple, d'abord comment qualifier ces actes de corruption, ensuite quelles sont les mesures à prendre pour poursuivre les auteurs de ces actes. Cette loi permet cela, elle l'encadre, elle définit donc le cadre pour cela. C'est un premier pas. L'étape suivante, il faut savoir aussi que nous sommes un État de droit où il y a un partage très clair des responsabilités. Il y a le gouvernement a un rôle, il y a l'exécutif, donc l'exécutif, nous faisons partie, le gouvernement fait partie de l'exécutif, mais il y a aussi le pouvoir législatif, il y a le pouvoir judiciaire. Il y a des choses, parfois des poursuites, qui relèvent tout simplement du pouvoir. Chacun doit jouer son rôle. Ce n'est pas au gouvernement de tout faire en réalité. Oui, mais si ces entités-là ne jouent pas leur rôle, qui doit jouer le rôle de rappel à l'ordre? Alors, c'est un débat. Hein. Parfois, nous avons ce débat-là, parce que, vous savez, lorsque vous commencez à dire, à appeler, et ça, je vous parle de choses concrètes. Lorsque vous constatez des choses qui paraissent pas normales, alors, votre réaction, c'est peut-être de vous dire, mais la justice... alors, si vous voulez appeler le juge ou bien le procureur et autres, ils vont tout de suite parler d'interférence. On l'a vu dans d'autres cas, c'est pareil. Vous savez très bien, le législatif, c'est pareil. Lorsque des textes sont soumis à l'Assemblée, le gouvernement prépare des textes, mais parfois, l'Assemblée, une fois qu'ils ont le texte, ils peuvent changer des choses, ils peuvent revenir en tout cas vers le gouvernement. Et c'est pareil pour d'autres corps. Mais nous réfléchissons, ça c'est un peu l'organisation de l'État. Toutes ces entités font partie de l'État, mais un État, chacun a son rôle à jouer au sein de l'État. Et cela n'arrête pas votre action, l'action du gouvernement et surtout du chef de l'État qui vraiment cette année encore a ébloui, a étonné le monde financier en réussissant à mobiliser des fonds importants pour le développement futur du pays. Le premier acte, c'était en Chine le 15 septembre à Xiamen où il a réussi vraiment à négocier un accord de 20 milliards de dollars. Tout de suite, je vous propose un extrait qu'on avait eu et commenté par le ministre d'État en charge aux investissements publics et privés. La relation sino-guinéenne a été élevée au niveau stratégique depuis la visite d'État du président de la République en novembre dernier. La réunion d'aujourd'hui a été, en termes de programme et de projet, la concrétisation de ce caractère stratégique. Elle aboutit à la conclusion, en effet, d'un programme de 20 milliards de dollars américains de 2017 à 2036. 20 milliards de dollars américains contre la mise à disposition progressive de nos ressources minières. Les entreprises chinoises qui se verront attribuer des permis et des conventions minières aideront à rembourser à même les revenus pour la Guinée de ces ressources minières, ce grand programme de financement. Dans l'immédiat, ce programme de financement pour cette année et l'année prochaine concerne une enveloppe d'1,2 milliard de dollars américains pour les projets de route Koya-Mamou-Dabola, pour l'assainissement et les voiries de Conakry, sur lesquels on va mettre quelques 250 millions de dollars, pour la réhabilitation et l'extension d'une grande université pour cette année et l'année prochaine,
parlons d'un package de 4 universités sur les 4 régions naturelles de la Guinée pour plus de 300 millions de dollars. Et enfin, la ligne de transmission, l'Insan-Fomi, de manière à permettre à la Haute-Guinée d'accéder aux ressources énergétiques de Swapiti. Donc une ligne de transmission d'environ 250 millions de dollars. Globalement, voilà 1,2 milliard. Et si on fait l'arithmétique de la coopération économique avec la Chine pour cette année et l'année prochaine, si on intègre Swapiti, nous parlons d'une enveloppe globale de 3 milliards de dollars immédiatement décaissables. Monsieur le Premier ministre, après avoir après avoir obtenu ce grand financement, beaucoup ont été enthousiastes, contents, mais il y a eu encore des grincements, certains qui pensaient que non, c'est du côté de la Chine, on ne regarde pas trop. Tout de suite, c'est comme si pour répondre à ces réactions, le gouvernement s'est retrouvé à Paris et a réussi à mobiliser un groupe consultatif et sur 5 ans, c'était pour avoir 21 milliards de dollars. Je vous propose encore des extraits, les réactions, les échos en direct que nous avons réussi à recueillir à Paris. En nous engageant dans ce processus, notre ambition afin de souffler un nouvel élan à l'action gouvernementale, après la grave crise provoquée par la maladie à virus Ebola en 2014-2015, d'accélérer les réformes entreprises depuis l'avènement de la Troisième République et de renforcer la résilience de l'État ainsi que les capacités nationales de gestion du développement. Nous sommes déterminés à poursuivre nos efforts et je peux vous annoncer ici l'octroi d'une contribution bilatérale d'un montant total de 501 millions d'euros pour l'appui à la mise en œuvre du plan national de développement guinéen pour la période 2016-2020. Le PNDES mérite que nous lui apportions notre soutien total. Envisagez un instant l'avenir de la Guinée. Avec le PNDES, son économie devrait enregistrer une croissance supplémentaire de 3 à 5% pour atteindre à 9,3% en 2019 et 10,2% en 2020. J'ai donc le plaisir d'annoncer, Monsieur le Président, que la Banque africaine de développement, votre banque, promet d'engager la somme de 703 millions de dollars américains pour la mise en œuvre de PNDES. La Banque mondiale, dans sa partie publique, pour l'IDA, apportera pour le PNDES un total de 1,6 milliard de dollars. Et comme je ne veux pas dévoiler l'ensemble de l'enveloppe, la seconde partie de l'enveloppe qui sera attribuée par le groupe de la Banque mondiale à travers la SFI, le secteur privé, sera annoncée demain. Alors, à la Banque islamique de développement, il y a avec le groupe de coordination, et il s'agit des fonds arabes, du fonds de développement saoudien, du fonds du Qatar, du fonds d'Abu Dhabi, du fonds de l'OPEP. Du fonds du Koweït également. Nous travaillons tous ensemble et nous allons aborder cet après-midi les détails du soutien que nous envisageons d'apporter. Mais d'ores et déjà, je puis vous dire que notre contribution dépassera 1,4 milliard de dollars. Lors de votre visite d'État en France, Monsieur le Président de la République, en avril dernier, notre pays s'était engagé à vous apporter un appui financier de 350 millions d'euros sur la période 2016-2019. Eh bien, je suis venu vous dire ce soir que cet engagement financier, nous avons décidé, avec le Président de la République, de le renforcer. La France portera donc son aide bilatérale à 501 millions d'euros sur la période jusqu'en 2020.
Ce sera 470 millions d'euros de fonds ouverts par l'AFD, dont 319 millions d'euros pour les 3 années à venir. Et le président de la République m'en rappelait tout à l'heure, il faut tenir ces engagements. Nos engagements seront tenus. Je pense que le peuple de Guinée peut être fier de la tenue de ce groupe consultatif, car les résultats que nous avons obtenus sont largement au-dessus de nos espoirs, ce qui est une grande marque de confiance aujourd'hui de nos partenaires sur la capacité du gouvernement de mener à bon port son programme. Bien sûr, notre pays a encore beaucoup d'insuffisances, notamment au niveau du pouvoir d'achat et du niveau de vie, particulièrement dans les campagnes, aussi au niveau de l'emploi jeune, mais aussi au niveau des infrastructures routières et ferroviaires. Mais aussi, nous avons beaucoup d'autres lacunes, notamment au niveau de l'administration. J'espère que notre faiblesse principale, qui est la faiblesse de l'absorption des crédits, nous allons largement les dépasser afin que nous soyons à 110% et non pas à 15 ou 20%. Voilà le défi que vous avez lancé, messieurs les membres du gouvernement, particulièrement le ministre du Plan des Finances et le ministre du Budget. Monsieur le Premier ministre, beaucoup de fonds mobilisés pour accélérer le développement du pays. Est-ce que le défi lancé par le chef de l'État, votre gouvernement, serait en mesure de le relever? Je dois commencer par dire deux choses. Je reviens pour rappeler que l'argent a peur du bruit, en relation avec ce que je disais tout à l'heure. La deuxième chose que je voulais dire, pour réussir, je pense qu'il faut une vision du leadership et aussi le travail de mise en œuvre. Le chef de l'État, vous l'avez bien compris, a fait preuve ici non seulement de vision, nous savons que c'est lui au plus haut niveau, avec le président chinois, qui a créé les conditions de l'accord cadre avec la Chine. Le chef de l'État aussi nous a confié et appuyé depuis le début, depuis 2016, lorsque nous avons commencé à travailler sur le PNDES, donc le Plan national de développement économique et social. Le chef de l'État nous a commis à cette tâche et a soutenu le travail du gouvernement pour l'élaboration de ce document qui est un cadre de référence pour permettre à nos partenaires d'avoir de la visibilité sur nos objectifs présents et futurs. Donc ce cadre ayant été élaboré, il fallait bien sûr, et ce cadre d'ailleurs, il a été élaboré et il a été chiffré. Et si je ne m'abuse, l'évaluation qui en avait été faite du financement, c'est 122 000 milliards de francs guinéens. C'est le coût qu'on avait estimé. Et je me souviens à l'époque, d'aucuns ont trouvé que c'est, mais écoutez, son rêve, c'est trop. 122 000 milliards, je crois que c'est autour de 13-14 milliards de dollars. Le plus important ici, les acteurs qui sont là, vous voyez, ce n'est pas des personnes qu'on peut influencer. Ils ne vont pas venir tenir un discours de langue de bois. Ils disent ce qu'ils constatent et s'ils ont décidé d'accompagner la Guinée, ils ont cru dans le message délivré par la Guinée à travers, bien sûr, la cohérence de la vision et du leadership, mais aussi à travers la cohérence des actes qui ont été posés au quotidien par le gouvernement depuis cette date. Nos confrères nous ont rejoint sur ce plateau, Ibrahim Sori Traoré du site d'information Guinée 7 et Amara Kamara, le rédacteur en chef de la radio nationale. Ils ont des questions pour vous, Monsieur le Premier ministre. Merci, Monsieur le Premier ministre. Vous parlez justement de l'accord avec la Chine, ça fait 20 milliards de dollars, je crois. Le PNDS, un peu plus de 20 milliards aussi. Alors, pour faire simple, pourquoi vous n'avez pas, par exemple, intégré ce que vous avez eu en Chine dans le PNDS? Parce qu'on peut ne pas aussi croire en ce que tous les bailleurs de fonds tiennent promesse. Le cadre, l'accord cadre avec la Chine est très clair. C'est un accord sur 20 ans. Donc, et vous avez suivi tout à l'heure, l'accord, il est sur 20 ans. Il y a des conditions, il y a des modalités. C'est-à-dire que cet accord, il y a une série de projets qui seront développés
par la Guinée, présenté par la Guinée, discuté avec les partenaires chinois. En contrepartie, les Chinois attendent que la Guinée mette à leur disposition des titres miniers pour développer des projets. Donc, ces deux choses, ce n'est pas un échange, ce n'est pas un troc. C'est-à-dire qu'ils vont développer des projets comme n'importe quel opérateur, mais ce faisant, l'accord sera développé. C'est-à-dire que lorsqu'un projet est développé avec la Chine, un projet sur la bauxite ou autre, cela va générer des revenus, puisque c'est les ressources guinéennes qui vont être... Mais on ne fait pas de compensation. Donc, avec ces ressources, on peut payer, rembourser l'endettement qui sera délivré par des banques chinoises sur la base d'études de dossiers de projets. On soumet des projets, les dossiers sont étudiés, validés. Il faut justifier la rentabilité de ces projets. Ce n'est pas des éléphants blancs qu'on va financer. Oui, mais monsieur le Premier, si tu permets, c'est tout juste pour, sur la même question. Oui. Vous savez, même le départ, vous avez dit par exemple que lors de la session budgétaire cette année, vous avez fait beaucoup d'efforts pour la santé et l'éducation. L'agriculture, je crois que non. Si. Bon, enfin, de toute façon, nous sommes encore presque au point zéro avec l'agriculture. Ça ne bouge pas beaucoup. Monsieur le Premier ministre... Non, là vous n'y êtes pas du tout. Oui, mais monsieur le Premier ministre, contrairement à ce que l'on disait il y a un an, je vous apprends que le prix du riz, par exemple, a grimpé. Oui. Le prix du riz a grimpé et ainsi de suite. Ça ne veut pas dire que l'agriculture est au point zéro. Est-ce qu'avec le PNDS, par exemple, l'argent de la Chine, c'est surtout les infrastructures? Les infrastructures, on parle peu de l'agriculture. Beaucoup pensent, par exemple, que vous pouvez bien financer l'agriculture et en priorité. Dans le deuxième lot de projets qui sont éligibles, il y a les aménagements hydro-agricoles. La première liste qui a été donnée, ça c'est des projets qui sont plus ou moins prêts. Mais dans la deuxième liste qui a été identifiée, il y a des aménagements hydro-agricoles dans le cadre de l'accord. Est-ce que ça veut dire que l'agriculture est en second plan dans Non, parce que, écoutez, on finance des projets qui sont prêts. Je l'ai dit, on ne va pas juste prendre l'argent, parce que là aussi, il y a eu beaucoup de débats. L'argent finance des projets. Et un projet, pour qu'il soit financé, il faut qu'il soit étudié, d'abord identifié, formulé, ensuite étudié, et dont la rentabilité doit être prouvée. Et c'est en ce moment que les ressources sont mises à disposition pour financer le projet. Il ne s'agit pas de donner de l'argent, il s'agit de financer un projet. Et je peux vous assurer que l'agriculture fait partie des priorités. Mais avant ça, le gouvernement aujourd'hui, encore une fois, là-dessus d'ailleurs le chef de l'État est très en pointe puisqu'il est personnellement engagé. Je vous rappelle que pour la première fois dans l'histoire de notre pays, nous avons sur une année eu 100 000 tonnes d'engrais. Avant, ça tournait au maximum à 30 000 tonnes. En 2017, l'accord avec le Maroc, initié par le chef de l'État, a permis de faire venir 100 000 tonnes. Aujourd'hui, il y a plus de 60 et quelques mille tonnes de livrées. Les livraisons continuent. Dans les l'alimentation. Après, écoutez, il faut produire pour manger, monsieur. Il faut produire d'abord pour manger. On ne va pas manger les engrais, mais on utilise les engrais pour produire. Et c'est ce qui va se faire. Nous allons produire du riz et tout ce qui concerne aujourd'hui. La croissance que vous voyez là, les 6,6 et 6,7%, elle est portée, je l'ai dit au début, par le secteur rural, dont l'agriculture. Il y a eu des initiatives sur l'anacarde, qui est un produit de rente, donc qui crée de la richesse. Lorsque vous avez une plantation de quelques hectares d'anacarde, vous le vendez, vous connaissez les prix sur le marché, renseignez-vous, ça vous rapporte de l'argent. Ce qu'on cherche, c'est aussi faire en sorte que les Guinéens gagnent de l'argent, que ce soit avec des plantations comme employés ou ailleurs. Le chef de l'État a initié des plantations de cacao, de café, avec des espèces. Et même au Fouta, il y a cette espèce de café arabica qui est en train d'être planté au moment où je vous parle. Donc, vraiment, il y a des initiatives concrètes dans le domaine de l'agriculture. Très bien. Monsieur le Premier ministre, la croissance, ça ne se mange pas, quelqu'un a dit. Absolument, mais le fruit de la croissance se mange. Monsieur le Premier ministre, ma question se rapporte surtout sur les projets structurants qui ont été présentés au groupe consultatif de Paris. Apparemment, j'étais à une rencontre récemment. Apparemment, les Guinéens ne sont pas suffisamment informés sur ces projets. Est-ce que vous pouvez revenir sur certains de ces projets structurants? Si j'ai bonne mémoire, je crois que c'est une 50aine de projets.
Les projets prêts déjà. Alors, il y a... Je ne vais pas rentrer dans tous les détails ici. Nous avons engagé un processus. Le PNDS, je vous ai dit qu'avant d'aller au groupe consultatif, nous avons d'abord fait un travail ici. Donc, on a élaboré un plan national de développement économique et social. Donc, nous avons défini un cadre. Nous avons défini des critères d'éligibilité des projets. Nous avons défini quelques principes. C'est-à-dire que le PNDS doit nous permettre de définir un cadre pour rationaliser l'action publique. Donc, nous avons défini 4 piliers pour ça. Donc, l'amélioration de la gouvernance, les changements structurels dans l'économie, l'amélioration du capital humain, mais aussi la préservation de notre capital naturel. Ce sont les 4 piliers du PNDS. Donc, nous avons fait ce travail-là. À l'issue de ça, tous les ministères ont été approchés pour qu'ils soumettent des listes de projets en tenant compte des critères qui ont été définis. Donc ce travail a été fait, les projets ont été soumis, nous avons recruté des consultants, des professionnels qui ont travaillé pour élaborer des fiches de projets en fonction des projets soumis par les ministères. Donc nous avons sélectionné dans ce lot les projets qui répondaient le plus aux critères que nous avons définis dès le départ dans le cadre du PNDS. Très bien. Et ce sont cette liste de projets qui étaient ceux qui étaient les plus prêts. Ça ne veut pas dire qu'il y a des projets importants derrière, mais qui n'étaient pas encore prêts, qui ne pouvaient pas être soumis à ce moment-là. Mais le travail continue. Ce PNDS, il y aura, en réalité, on a une liste de plus de 600 et quelques projets, mais les 50 sont des projets qui étaient déjà suffisamment avancés, pour lesquels les informations étaient suffisantes pour approcher les partenaires. Oui, le PNDS, pour la période 2016-2020, on est déjà à la fin 2017. Qu'est-ce qui est fait concrètement qu'on peut présenter aujourd'hui au nom de ce PNDS? Alors, il y a déjà des centaines, peut-être même quelques milliards de dollars déjà investis. Le PNDS, je vous ai dit tout à l'heure, lorsqu'on a élaboré le PNDS, on a identifié les sources de financement de ce PNDS. Il y a le public, il y a les partenariats publics et privés, et il y a le privé. Donc, en fait, c'est la politique économique du pays au cours de cette période-là. Mais les programmes, les projets qui sont dedans sont déjà en cours d'exécution. Donc il y a déjà des projets qui sont en cours d'exécution dans le secteur privé, dans le secteur des infrastructures. Ces projets vous seront communiqués par les ministres concernés, que ce soit le plan et les ministres sectoriels porteurs de ces projets. Monsieur le Premier ministre, au niveau du PNDS, la Banque mondiale, le FMI aussi, ils étaient là, ils sont prêts encore à donner de l'argent. Monsieur le Premier ministre, le problème, certainement avec cela, certains disent que la Banque mondiale et le FMI n'ont jamais développé un pays. Et nous, tout accord, surtout ces derniers temps, que vous réussissiez avec la Banque mondiale et le FMI, est brandi comme un trophée de guerre. Est-ce que vous pensez que vous êtes vraiment sur la bonne lancée et que ça peut marcher avec le FMI et la Banque mondiale? Bon, vous savez, c'est vrai, certains disent cela, mais je vous renvoie à votre première question. On ne s'est pas arrêté à ça. C'est pour ça qu'il y a eu aussi la Chine, on a regardé d'autres opportunités. Mais il faut quand même dire, nous sommes dans un pays où ses partenaires financent grandement les secteurs sociaux, les infrastructures, mais aussi les secteurs sociaux, santé, éducation. Et nous ne sommes pas les seuls, un pays en développement. On a vu des pays comme la Grèce, on a vu des pays en Amérique latine, lorsqu'ils ont connu des difficultés, faire appel à la Banque mondiale et surtout au Fonds monétaire international. La Guinée n'est pas la première dans ce cadre-là. Aujourd'hui, il faut reconnaître que nous avons des insuffisances. Nous ne sommes pas le seul pays, le premier pays, ni le dernier, à faire recours à ses partenaires au développement. Mais il y a une chose qui est importante. Nous sommes membres, la Guinée est membre de la Banque mondiale. La Guinée a un représentant au conseil d'administration de la Banque mondiale. La Guinée est membre du Fonds monétaire. La Guinée a un représentant au conseil d'administration du Fonds monétaire. C'est comme on est membre de la CEDEAO ou bien de l'Union africaine. On est membre au même titre
à la Banque mondiale et au Fonds monétaire. C'est vrai, là-bas c'est le monde entier, bien sûr c'est au prorata de la contribution, mais on est membre, il y a un administrateur qui nous représente. Lorsqu'une décision est votée par la Banque mondiale, la Guinée est censée avoir voté cette décision-là. Donc il n'y a pas de raison Monsieur le Premier ministre, toujours un peu dans ce cadre-là, est-ce que vous ne pensez pas que vous soyez à la tête d'un gouvernement un peu boulimique qui cherche à tout va de l'argent, des recettes, je vais donner les deux derniers exemples. Donc c'est l'argent avec la Chine, c'est l'argent avec le PNDS. L'argent avec la Chine, c'est un peu comme une ressource intérieure parce que ce sont des revenus miniers. Après, vous allez payer les dettes avec cela. Monsieur le Premier ministre, récemment aussi dans la loi de finances 2018, votre gouvernement augmente les impôts sur le salaire. Pourquoi vous cherchez autant d'argent et malheureusement, nos routes sont toujours cabossées. Nos villes ne sont pas assainies, je le disais en première partie, et ainsi de suite. Vous cherchez beaucoup d'argent, mais on trouve moins. Vous, par contre, vous cherchez la petite bête. Vous voulez toujours écouter. Non. Il paraît que c'est ça. Quelle élégance. Non, je vous rassure que on ne peut pas se plaindre de pouvoir chercher des ressources. Nous sommes, je le dis encore, nous sommes un pays en développement. Nous avons énormément d'insuffisances, nous avons énormément de besoins. Donc c'est le rôle... Vous augmentez l'impôt sur les salaires. Écoutez, je vous réponds, ma réponse est simple. La Guinée est le pays avec le taux de pression fiscale le plus bas de la sous-région. Donc on n'est pas un pays qui est très fiscalisé à ce propos-là. Les niveaux de fiscalité que nous avons dans le pays sont soit au mieux dans la fourchette de la sous-région ou parfois en dessous. Le fait est que le ratio de nos recettes fiscales par rapport à notre PIB est l'un des plus faibles dans la sous-région. Okay. Monsieur le Premier ministre, je reviens à la question qui nous a permis d'introduire ce panel. Vous êtes donc un chef d'orchestre qui joue sur une symphonie composée donc par le président de la République. Et on a vu tous ces efforts de mobilisation, mais il a une inquiétude. C'est la capacité de votre gouvernement à pouvoir absorber les fonds. Alors, c'est la capacité de notre économie, de notre pays à absorber les fonds. Notre rôle, certes, c'est de travailler sur justement les modalités pour faire en sorte que cette absorption se fasse. Ce travail, nous l'avons commencé avant même que ces accords ne soient signés. Au niveau de la primature, nous avons mis en place une initiative qui inclut tous nos partenaires au développement. Cette initiative consiste à faire quoi? Nous avons mis des instruments pour regarder le portefeuille de nos partenaires dans des tableaux très détaillés. Qu'est-ce que ça veut dire? On s'est rendu compte, le président l'évoquait tout à l'heure, que parfois nous avons des ressources qui sont approuvées, c'est-à-dire des crédits approuvés et tout, mais vous voyez au bout de 3 ans, on est à 10-15% de taux de décaissement. Alors pourquoi? Alors ce travail-là, nous avons fait ce travail avec tous nos partenaires. Nous avons la situation avec la BID, la Banque mondiale, l'Union européenne, ainsi de suite, la BAD, pour voir voilà, tous les financements qui sont dans le pipe, qui sont en cours, la date, le niveau de décaissement, les raisons, s'il y a retard, les raisons du retard. Tout ça, ce travail, et on est en train d'améliorer ce travail de manière justement à piloter ce processus-là. Lorsqu'il y a blocage quelque part, nous assurer que ce blocage est levé, sans que ça constitue un blocage. Parce que les financements, ça aussi, ça doit rassurer les Guinéens. Les partenaires ne viendront pas nous déposer l'argent. Ils vont financer les projets que nous présentons. Mais ce financement se fait sous conditions. Il y a des conditionnalités. Donc parfois, tout simplement, lorsque vous avez un projet, il y a des marchés à passer dans le cadre de ce projet-là. Si les marchés ne répondent pas aux conditions du bailleur, ça peut constituer un blocage. Donc le processus que nous avons mis en place consiste à suivre tout ceci avec les partenaires pour nous assurer que ça ne bloque pas quelque part.
Il y a un débat qui s'inscrit dans la vie politique ces derniers temps et le débat, vous l'aurez remarqué aussi, s'est invité dans les autres panels, c'est l'incivisme, le respect des lois dans notre pays. Pour introduire ce panel, je vous propose de suivre ce sujet commenté et réalisé par Makale Souma. C'était lors de la semaine nationale de l'action, la semaine nationale de la citoyenneté. S'il y a aujourd'hui en Guinée une question qui met d'accord tous les Guinéens, c'est bien celle de la citoyenneté, de par son caractère factuel et surtout de par sa nécessité. En témoignent ces panneaux spécialement conçus pour la 2e édition de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix. Au nombre de 125, ces panneaux ont été installés dans les 5 communes de Conakry. À l'affiche, des posters géants de 30 personnalités et non les moindres. Et toutes parlent le même langage, le vivre ensemble, la construction de la nation, la justice et la paix. Le souci de citoyenneté manque à beaucoup d'entre nous dans notre pays. Alors il faut instituer cet enseignement, surtout dans le primaire et un peu dans le secondaire. Et je lui ai dit qu'il fallait qu'on affecte une note avec un fort coefficient. On en fait une matière principale dans l'enseignement secondaire, de primaire, dans l'enseignement secondaire, afin qu'on forme les Guinéens à l'idée que sans cet esprit de citoyenneté, cet esprit patriotique, ces sentiments patriotiques, il est très difficile de vivre ensemble. Quand il pleut, la pluie mouille devant la porte de chacun. Donc il faudrait que chacun s'y mette, surtout avec nos enfants, éduquer nos enfants dans ce sens. Ton voisin, avoir l'amour de ton prochain, s'écouter et ne pas avoir de la haine, parce que la haine détruit le cœur. Quand tu es haineux, tu n'écoutes pas, tu fais de n'importe quoi. Or, nous avons besoin aujourd'hui de cultiver cette citoyenneté. Dr Fayami Limono est l'une des têtes d'affiche de ces panneaux. Selon lui, si les droits sont souvent réclamés avec autant de vivacité, les devoirs doivent logiquement suivre aussi. Tout le monde est concerné, juridiquement nous sommes tous des Guinéens, mais au-delà, nos comportements doivent le démontrer. Au-delà, le respect de nos devoirs surtout, parce qu'on aime en Guinée réclamer les droits. Oui, nous avons le droit à la liberté, nous avons le droit au mouvement, nous avons le droit à la manifestation, mais nous avons aussi des devoirs. Nous avons par exemple le devoir de participer aux élections. Nous avons besoin d'une gouvernance efficace à la base. Nous avons le devoir de veiller à ce que l'environnement dans lequel nous vivons, nos espaces communs, soient propres. Ces affiches sont une nouvelle forme de communication du ministère de l'Unité nationale et de la citoyenneté. Elles ne passent pas inaperçues. Je pense que c'est une première à ma connaissance ici en Guinée. Je pense que de telles initiatives doivent être encouragées parce que au-delà de tout, la Guinée, quels que soient nos bords politiques et quelle que soit l'idéologie ou la pensée de chacun d'entre nous, c'est la Guinée qui importe. L'objectif de la Semaine nationale de la citoyenneté et de la paix n'est pas d'inventer le citoyen en une semaine. La finalité de cette initiative est de nous rappeler à tous à l'exigence de civisme, à l'impératif de civisme, d'égalité, de liberté et de solidarité. Trop de temps perdu dans ce pays, dans la complaisance en matière de civisme, de respect des lois, des institutions de la République, des droits et des libertés, mais aussi des devoirs et des responsabilités de chaque Guinéen. Une chose est donc sûre, la citoyenneté nous concerne tous. Et là-dessus se dégage l'unanimité. La citoyenneté, l'incivisme, Monsieur le Premier, est-ce que c'est le plus grand mal de la République? Cette question est une question qui nous interpelle à tous les instants, chaque instant. Nous le vivons aussi bien dans l'action quotidienne en tant que responsable au niveau du gouvernement, mais aussi nous le vivons en tant que citoyen dans la vie de tous les jours. Je l'ai dit tout à l'heure,
il est important que sur un certain nombre de questions essentielles, un consensus se fasse dans une nation. Une nation, pour réussir, doit être organisée, et je dirais même presque en ordre de bataille, parce qu'aujourd'hui le monde dans lequel nous vivons est un monde où les enjeux sont très forts. Lorsqu'on voit comment les pays aujourd'hui qui réussissent, comment ils sont organisés, comment ils sont structurés, on voit des pays comme qui ont été en tout cas parmi les plus efficaces, comme le Japon parfois, où les gens, quand ils vont en grève, ils portent juste un bandeau là pour signifier qu'ils sont en grève, mais ils sont sur le poste de travail. Il faut qu'on comprenne que nous sommes très en retard. Et pour répondre aux attentes des populations, c'est nous, Guinéens, qui devons être les premiers à montrer la voie à ceux qui nous accompagnent. Monsieur le Premier, cela a été dit pratiquement à plusieurs reprises. Et tout à l'heure, vous disiez avec le directeur général de la RTG, vous parliez de canaux. Et là, il y a même eu un nouveau canal. C'est les affiches, c'est être très près des Guinéens. Ça veut dire que jusqu'à présent, ça ne passe pas. Quelle offre, vous, gouvernement, vous faites? S'il y a une initiative que le gouvernement a soutenue et appréciée, en conseil interministériel, lorsqu'elle a été présentée la première fois, il y a eu un consensus total, aussi bien l'année dernière. Et cette année, le gouvernement, avec l'appui du chef de l'État, a augmenté substantiellement l'enveloppe pour l'organisation de cette seconde semaine. Donc là-dessus, c'est une initiative salutaire du gouvernement que nous avons tous soutenue. Et c'était une réponse justement à ce défi aujourd'hui qui était posé à la nation guinéenne par les comportements inciviques que nous avons, dont la multiplication nous interpellait. Nous avons estimé qu'il fallait déjà, à travers cette initiative, passer des messages à nos concitoyens. Mais on ne s'arrête pas là. Je vous ai expliqué qu'il y a d'autres actions beaucoup plus précises. Quand nous parlons de lutte contre la corruption à travers la loi à laquelle nous faisons référence, c'est aussi une manière de lutter contre. Parce que utiliser les ressources, les maigres ressources qu'on met à votre disposition, les utiliser de manière inappropriée, ce sont des actes d'incivisme. Sans compter bien sûr l'incivisme qu'on voit à la base, des gens qui s'en prennent au bien des autres ou tout simplement aux autres, à leur personne. Toutes ces choses-là ne sont pas de nature à consolider les bases d'une nation. Nous sommes une nation en construction, nous devons chaque jour œuvrer pour consolider les bases de ce qui nous lie, donc de l'unité nationale. Sur ce plateau, Makale Souma, la télévision nationale, aussi Ablaye Ba, du site d'information Guinée News. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. La notion de citoyenneté, on l'a déjà compris, est une notion très peu comprise par des Guinéens. Aujourd'hui, quelle politique, je rebondis sur la question de Aboubacar tout à l'heure, quelle politique réelle avez-vous pour endiguer ce phénomène? Après 59 ans d'indépendance, les Guinéens sont encore des apprentis citoyens. Quelle politique réelle votre gouvernement a pour endiguer ce phénomène? Alors, un pays, d'abord une nation, est assise sur un certain nombre de choses, de règles. Donc il y a un ensemble de règles partagées et acceptées par toutes les composantes de la nation. Ça, c'est une des bases pour constituer une nation. Et nous devons veiller à ce que cette condition fondamentale soit effective, mais surtout soit appliquée et respectée. Et j'allais dire même de gré ou de force, parce que quand je parle des règles ici, je parle bien sûr des lois et de toutes les autres, ce qui lie, qui constitue les bases de notre vivre ensemble. Donc, il est important que, pour résumer, qu'on fasse respecter ces règles, qu'on y adhère, donc qu'on les applique spontanément, ou alors qu'il y ait des mesures très claires, et je dirais même contraignantes, pour ceux qui essayent systématiquement de contrevenir à ces règles. L'impunité, je crois, est à la base de tous ces mauvais comportements, parce que ce n'est pas parfois que le citoyen ne connaît pas ses devoirs, il les connaît, mais comme il sait qu'il n'est pas puni à la
la base, il fait ce qu'il veut. Si je prends, et cela fait dépenser le gouvernement. La Semaine nationale de la citoyenneté, ça coûte milliards de francs guinéens. Et tout récemment, il y a eu la sécurité qui a été financée à près de 3 milliards de francs guinéens. Mais à la base, s'il n'y a pas l'impunité, les mauvaises habitudes reviennent au galop. Moi, je pense qu'il doit y avoir un suivi, une véritable politique gouvernementale à la matière. Et cette politique, on ne la voit toujours pas, Monsieur le Premier ministre. Pendant l'année, nous avons enregistré beaucoup de cas de justice populaire, souvent même dans les rues très proches de nous. On pense et les occupations souvent de rue. Après, certains disent que ça montre des faiblesses de l'État. Je puis vous assurer que dans la plupart des cas qu'on voit souvent sur les réseaux et autres, les personnes qui se rendent coupables de ces actions sont recherchées, appréhendées et poursuivies. Donc ça, certains, bien entendu, arrivent à se fondre, mais ils sont automatiquement recherchés. Et beaucoup d'entre eux, en réalité, sont devant, en tout cas dans les mains de la justice. Le dernier cas en date, c'est celui de Lambani, où un jeune a été lynché pendant le mois de Ramadan, brûlé vif. Oui, nous avons malheureusement eu connaissance, comme tous les Guinéens, de ce malheureux incident. Malheureusement, comme je le dis, qui n'est pas le premier, mais le principe pour le gouvernement est très clair. Hein. Le ministre de la Justice vous donnera beaucoup plus de détails sur ça. Il y a des poursuites systématiques qui sont engagées lorsque des faits de cette nature sont portés à l'attention du gouvernement. Monsieur le Premier ministre, bonjour. Bonjour. En Guinée, on remarque qu'il y a des bons textes, les juristes le disent. Et quand vous regardez aussi votre gouvernement, tout le monde reconnaît que vous faites des bons résultats économiques. Mais le problème, c'est cette question d'incivisme que nous posons. Cela me rappelle une réflexion qu'on m'a faite, c'est-à-dire que c'est comme un père de famille qui met toute son énergie à trouver de l'argent pour assurer les arrières de ses enfants, mais il ne s'occupe pas de son éducation. Et qu'est-ce qui va se passer demain? C'est que cet enfant-là peut dilapider tout l'argent qui a été mobilisé pendant des années. Est-ce que ces problèmes d'incivisme qui se posent, et si vous ne prenez pas des solutions idoines, tous les résultats économiques que vous êtes en train de résulter ça et là, demain, des générations, parce que mal éduquées, peuvent mettre tout ça dans l'eau. Vous avez tout à fait raison, mais je peux vous assurer encore une fois, le gouvernement, bien sûr, œuvre sur plusieurs fronts. Hein. Je vous ai parlé de la justice, je vous ai parlé de la sécurité. Ce sont les deux principaux maillons. Mais si nous avons mis en place, avec bien sûr le chef de l'État, un ministère en charge de la citoyenneté, de l'unité nationale, c'est justement parce que nous sommes conscients de cette préoccupation-là. Donc il y a un ministère dont la mission justement, c'est de développer des voies, des moyens pour permettre justement à ramener nos citoyens sur ce chemin du civisme, qui est la base du vivre ensemble. On ne peut pas vivre dans une communauté, dans une société, s'il n'y a pas un ensemble de règles partagées que tout le monde observe, que tout le monde respecte. Et le gouvernement y travaille, je puis vous assurer. Cela demande beaucoup de moyens, hein, puisque nous partons encore une fois de loin. Il n'y avait pas de ministère en charge de la citoyenneté avant. Il a été créé il n'y a pas très longtemps. Ce ministère s'étoffe progressivement, mais déjà, il y a quelques initiatives dans ce sens-là qui sont en place. Mais je puis aussi, je l'ai rappelé. Il y avait le ministère de la Justice quand même. Oui, je l'ai rappelé tout à l'heure. J'ai commencé par ça, pour dire les deux piliers du respect de la loi. Voilà. D'abord, nous devons avoir des textes, les règles communes, mais ensuite, nous devons faire en sorte de donner les moyens pour que ces règles-là s'appliquent. Mais ce travail-là de construction, c'est un travail de longue haleine, puisqu'encore une fois, il n'a pas été peut-être une priorité pendant des années.
Mais aujourd'hui, il faut ramener cela. Et le chef de l'État, en tout cas, sur la voie publique, on a vu un début de volonté de faire changer avec les 3 milliards dont parlait Makale, sauf que l'opération, à un moment, a été ralentie et puis relancée. C'est le sujet qui s'oppose. Alors, vous comprenez que il faut agir sur plusieurs fronts et ça coûte de l'argent. Par exemple, ces ressources-là, ça c'est le programme d'urgence. Si vous vous souvenez, nous avons un programme de réhabilitation. Si vous vous rappelez l'année dernière, il y avait d'énormes plaintes sur l'état des routes, à Conakry d'abord et parfois à l'intérieur aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était le débat l'année dernière. Bon, le gouvernement s'est penché sur ça. Aujourd'hui, certainement la ministre des Travaux publics viendra vous donner plus de détails sur ça, mais vous avez vu, disons, les choix fait par le gouvernement sur la qualité du travail. Parce qu'on peut faire les choses rapidement, vite, j'allais dire même bâclé, mais ou alors faire un travail qui permet de résoudre les problèmes qui sont posés. Et c'est le pari que le gouvernement a fait. Donc, et sur la question de ce programme d'urgence-là, c'est que nous avons, si vous vous souvenez, depuis quelques mois, annoncé l'organisation des États généraux de la sécurité routière. Parce qu'on s'est bien rendu compte que quand vous quittez chez vous, après votre journée de travail, que vous passez 3 heures, parfois 4 heures, parce que simplement certains ne respectent pas des règles élémentaires. On le voit très bien, les occupations anarchiques, la circulation anarchique. Ces choses-là, nous avons dit qu'elles ne peuvent pas attendre. Il y a moyen peut-être de les adresser immédiatement et c'est ce qui explique, c'est ce qui a été fait dans le cadre du programme d'urgence, qui demandait des ressources. Alors il a fallu trouver, ce n'était pas dans le budget du département de la sécurité, donc le chef de l'État a approuvé, donc le gouvernement, le budget a mis à disposition des ressources que nous avons pu prendre sur d'autres lignes pour permettre la mise en œuvre de ce plan d'urgence. Donc il y a des contraintes aussi, voilà, parce que il y a la police aussi, quand vous voyez, ils vont vous dire oui, mais nous n'avons pas de moyens, nous n'avons pas ceci, nous n'avons pas cela, et ainsi de suite. Quand même sur la justice, quand vous allez voir, ils vont vous parler de leurs conditions de travail. Alors ça ne peut pas malheureusement se résoudre. Et c'est pour ça que, je l'ai dit, il faut des fondations solides. Les fondations solides, c'est rien d'autre, c'est des roues. Il faut qu'on crée nous-mêmes notre richesse pour financer tout ça. Monsieur le Premier ministre, je vais revenir encore sur la question de citoyenneté, de civisme. Il y a quelque temps, nous avions dans le programme, dans le cursus scolaire, des cours d'instruction civique. Cela a disparu. Et au cours de ces 2 dernières éditions de la CENACIP, il a été proposé par beaucoup. Vous l'avez entendu tout à l'heure, c'est comment on appelle, le président de l'Assemblée nationale qui l'a proposé, l'introduction dans le cursus scolaire des cours sur les notions de citoyenneté, de civisme, de droits et de devoirs. Parce que si nous avons des droits, nous avons également des devoirs. Les devoirs découlent des droits. Donc je ne sais pas, des propositions ont été faites. Votre gouvernement envisage-t-il quelque chose par rapport à cela? Absolument. Le débat, bien sûr, a eu lieu. La question s'est posée. Il faut simplement un peu de temps pour préparer cela, parce qu'il faut comme vous savez, nous avons des milliers d'écoles sur toute l'étendue du territoire. Donc, introduire de nouveaux programmes, ça demande un peu un temps de préparation. Excusez-moi, cette décision, je pense que nous allons... Si vous parlez d'école, mais saviez-vous qu'il y a juste quelques jours, une école a essayé de libérer, les élèves d'une école ont libéré les prisonniers d'une ville, c'est Koundara, parce que tout simplement, ils ont mal entonné l'hymne national, le proviseur les a demandé de ramasser les ordures dans la cour, et là, ils ont tout cassé dans la ville. Bon, alors ça c'est sans commentaire, hein, parce que voilà. C'est sans commentaire. Non, mais ça rejoint la proposition du président de l'Assemblée nationale. Nous savons très bien, je vous donne un exemple. Nous avons vu pendant les examens passés des élèves qui ont voulu s'en prendre à une fille qui était, tout le monde connaissait qu'elle travaille bien, parce que elle n'a pas voulu montrer aux autres. Donc ça a créé des troubles dans ce centre-là. Et avec parfois même la complicité des surveillants.
C'est compliqué. Alors vous comprenez. Il faut agir. Donc, non, nous avons bien sûr des dispositions ont été prises. Cela a été porté à notre attention, mais je vous explique que ça revient à ce que vous venez c'est dans la même veine. Donc il y a un travail de fond à faire. Mais il ne faut pas aussi tout attendre du gouvernement. Nous sommes tous des citoyens. Ces élèves-là, ces enfants-là, ils ont des parents. Les parents ne doivent pas démissionner. La première éducation, on la donne à la maison, à l'enfant. Donc il faut transmettre des valeurs aux enfants. Il y a des choses qui ne sont pas normales. Vous devez préparer votre enfant à être un citoyen modèle, un citoyen utile à son pays, à sa nation. Monsieur le Premier ministre, concernant les libertés publiques, l'opinion constate ces derniers temps une détérioration des relations entre les pouvoirs publics et la presse privée. Et c'est pendant que certains journalistes sont convoqués que l'ARPT a décidé de fermer les radios privées qui ne sont pas du tout en règle vis-à-vis de l'État. Quand vous discutez avec les patrons de presse, ils reconnaissent bel et bien qu'ils doivent à l'État. Alors, la question que je me pose, c'est est-ce que le moment était opportun, à partir du moment où les patrons de presse ont reconnu qu'ils doivent à l'État, est-ce que c'était le bon moment de procéder à la fermeture des radios? Est-ce que aussi la fermeture des radios, c'était vraiment la bonne solution? La question ici, elle est un peu à double tranchant parce que il y avait une situation, je dis presque de non-droit, donc de non-respect d'un certain nombre de choses. Mais, encore une fois, il faut faire la part entre le gouvernement et certaines instances. La haute autorité de la communication, l'ARPT, sont le type d'instances qui ont une certaine indépendance. Donc, elles sont pas, ces institutions ne répondent pas aux injonctions du gouvernement. Normalement, la haute autorité, c'est un peu comme la CENI, comme d'autres instances. Il faut ici, peut-être, il faut le dire parfois, le chef de l'État s'est montré toujours très tolérant. Parfois, je peux vous dire que le chef de l'État intervenait en personne pour calmer les choses. Voilà, pour calmer les choses. Bon, on se plaint tous du non-respect des règles, des lois, de l'état de droit et autres. Mais aussi, ça implique, il y a des obligations pour ça. Il y a des droits et des obligations dans tout ça. Et je pense aujourd'hui que, aussi bien la HAC avait pris quelques actes récemment, mais aussi l'ARPT a simplement demandé à partir... C'est pas nouveau en réalité. Ils ont simplement appliqué, mais chaque année, ils envoient des relances aux sociétés de presse qui sont, soit dit en passant, des sociétés privées pour la plupart. Hein. Donc, pour se mettre en règle au regard de la loi. Tout simplement. Qu'est-ce que vous, en tant que chef du gouvernement, vous pouvez faire pour trouver vraiment une solution dans cette crise? Puisque l'ARPT réclame 6 milliards de francs guinéens à une quarantaine de radios privées et beaucoup auraient souhaité que, par exemple, il y a une proposition qui avait été faite, c'est-à-dire que les radios privées et le gouvernement s'entendent sur une communication de sorte que les radios privées puissent éponger leurs dettes petit à petit en diffusant par exemple les communiqués du gouvernement. Vous, on ne vous a pas entendu, qu'est-ce que vous proposez? Un échange de services. Écoutez, c'est encore une fois, le problème est entre les radios et l'ARPT. Le rôle aussi de la HAC que je viens de rappeler n'est pas un rôle qui dépend du gouvernement. Je vais bien clarifier ce point-là. La position du gouvernement, bien entendu, aujourd'hui, c'est de faire en sorte que nous puissions fonctionner autant que faire se peut en suivant nos lois, les règles qui régissent le fonctionnement de notre État, de manière générale, et de notre administration. Ça, s'il y a un principe de base que je dirais, c'est celui-là. Et l'État est là pour tout le monde. L'État est là pour les Guinéens,
pour tous les Guinéens, pour tous les acteurs. Oui, monsieur le Premier ministre, il y a aussi un autre pan de ce civisme, peut-être du civisme écologique. On voit la Guinée s'investir vraiment pour attirer davantage avec l'avantage naturel que lui donne Dieu. Les sites, on les voit en train de se détériorer, on agresse la nature. Nous avons vu pendant l'année le cas d'Emoudoula où le chef de l'État même s'est investi. On ne vous a pas entendu, on ne vous a pas vu sur ce site-là. Et encore pour parler d'égalité, le processus a été mené jusqu'à un certain niveau. Il y a, semblerait, des gros bonnets qui sont retrouvés là. Le processus a été arrêté. Quel est votre engagement face à la défense de l'environnement, monsieur le Premier ministre? Le gouvernement, bien entendu, comporte un ministère en charge de ces questions-là, donc de l'environnement. Nous avons une politique en la matière. Moi, je viens d'un secteur où j'ai beaucoup travaillé sur ces questions, les questions environnementales. Donc, je suis tout à fait convaincu que nous devons mettre la barre assez haut en ce qui concerne les questions environnementales. Sur les cas que vous venez d'évoquer, je puis vous dire que si je n'ai pas pris la parole de manière publique, bien entendu que j'ai travaillé de près avec les acteurs concernés pour ramener les choses, disons, à l'ordre, puisque nous avons constaté là-bas une situation qui était inacceptable. Et ce n'est pas là-bas d'ailleurs seulement. Il y a d'autres endroits où nous avons fait les mêmes constats. Et depuis d'ailleurs que le nouveau ministre a pris fonction, j'ai eu des discussions avec lui, justement, pour déployer des moyens pour éviter à l'avenir que des citoyens prennent des initiatives qui sont à l'encontre de l'intérêt général. Parce que c'est ce qui se passe. Vous ne pouvez pas aller réaliser des travaux, des investissements qui vont porter préjudice d'abord à vos voisins, vos concitoyens qui vivent là, mais à terme à la nature. Nous avons vu ce qui s'est passé en Sierra Leone avec ces centaines de morts. Nous ne souhaitons pas. Donc lorsque le gouvernement prend des dispositions dans ce sens-là, c'est d'abord pour éviter le désagrément pour ceux qui sont directement concernés, mais aussi pour préserver notre environnement. Je pense que ce que voulait dire Abouakar, monsieur le Premier ministre, c'est qu'on dit souvent que l'exemple doit venir d'en haut. À ce niveau, à Demoudoula, le chantier lancé par le président de la République de démolition des maisons qui étaient construites dans le lit même du fleuve, ces constructions-là ont été démolies, mais il y a des gens, gros bonnets, il vient de le dire, qui sont dans la même situation mais qui ont été épargnés. Et là, les travaux ont été bloqués. Pourquoi? L'exemple, comme je viens de le dire, doit venir d'en haut. Nous sommes tous légaux devant les lois de la République. On doit être sur le même pied d'égalité. Les citoyens lambda a eu sa construction démolie. Je pense que ceux qui sont dans la même situation devraient subir le même sort. Pourquoi ces opérations sont-elles arrêtées? Ça ne peut être qu'un dysfonctionnement. Parce qu'en aucun cas, le traitement devant la loi ne peut être discriminatoire. En aucun cas. Une règle a été prise, vous l'avez dit, je n'ai pas été sur ce site, mais les instructions du chef de l'État étaient très claires, que toutes les constructions qui ont été réalisées dans le lit du fleuve devaient être démolies. Okay. Pour finir, monsieur le Premier ministre, bon, peut-être que ce n'est pas le moment de faire des vœux, mais vous finissez sur une année avec une très belle croissance économique, nos collègues l'ont dit, beaucoup d'efforts en termes de réformes, en termes de changements, sauf que les Guinéens attendent beaucoup, parce qu'il y avait beaucoup certainement à faire. Mais en quoi 2018 qui nous attend sera une année différente de 2017? Alors, je peux commencer par vous dire en ce qui concerne les perspectives prochaines, donc proches. Le défi bascule, il devient un défi de mise en œuvre. Je vous ai pris au départ cet exemple pour dire que si vous avez une unité qu'on vous confie pour mettre en place, une fois que vous avez fait vos projets de relance,
que vous avez bouclé ce projet, il faut passer à la production. Donc le défi qui nous attend à partir de maintenant, c'est de faire en sorte que nous ayons des projets qui répondent aux objectifs qui nous ont été assignés dans le cadre de la vision du projet de société du chef de l'État. Il y a un certain nombre d'objectifs que le chef de l'État s'est fixé pour la Guinée et pour les Guinéens. Donc aujourd'hui, avec le leadership du chef de l'État et le travail de mise en œuvre qui a été fait jusqu'à maintenant pour créer les conditions de réalisation de ces objectifs-là, nous avons pu mobiliser un certain nombre d'acteurs qui vont nous accompagner pour la réalisation de ces projets qui vont permettre d'atteindre les objectifs dans le cadre de cette vision du chef de l'État. Donc le défi qui se pose à nous à partir de 2018, c'est justement ce défi de réaliser, d'identifier d'abord, de formuler et de mettre en œuvre des projets dans le cadre de cette vision-là. J'ai rappelé tout à l'heure que, aussi bien dans le cadre de l'accord chinois que dans le cadre du projet du PNDS, nous avons déjà un certain nombre de projets identifiés et certains sont en train d'être mis en œuvre. D'autres sont en phase d'études avancées et de nouveaux projets seront mis en étude afin de les réaliser dans un délai relativement court, 2020, c'est dans 3 ans, hein, fin 2020, nous avons 2018, 2019 et 2020, nous avons 3 années pour réussir ce pari-là, ce pari de changer fondamentalement la Guinée, ce pari de faire en sorte que, après plusieurs années de faible croissance et parfois même de stagnation, où les Guinéens n'ont pas vu les retombées de l'action gouvernementale, des efforts, du travail qui est fait dans le pays. Aujourd'hui, avec l'inversion de la courbe de la croissance, où nous avons des taux de croissance élevés. Pourquoi on parle de taux de croissance élevés? Parce que la croissance élevée, ça veut dire la création de richesses à un niveau plus élevé. Si on crée plus de richesses, c'est-à-dire qu'on a plus de marge de manœuvre pour répondre à quoi? À tous les problèmes que vous venez de poser. Et on ne peut pas toujours dire. Il y a des choses, par exemple, lorsque vous dites à des partenaires, il faut nous aider à équiper notre police, ils vous disent, non, ça c'est des actions, nous n'intervenons pas dans ce domaine-là. L'armée, on n'en parle pas. Il y a beaucoup de domaines. Donc, pour pouvoir faire ce travail, pour pouvoir répondre à ces attentes-là, nous devons d'abord créer les conditions. Nous avons jeté les bases, nous devons maintenant passer à la réalisation effective. En réalisant effectivement tous ces grands projets, un projet de route comme Koya-Dabola, qu'est-ce qu'il permet? Il permet à tous les acteurs, à vous, à quiconque qui a des activités sur ce tronçon-là ou dans cette région, de mener ces activités de façon efficiente et donc d'être plus performant et d'avoir, en tout cas, d'avoir une activité qui grandit et qui se développe. Et ça, c'est le cas des infrastructures. Mais vous avez plus tard, lorsque nous allons rentrer dans les projets d'aménagement hydro-agricole, vous allez atteindre beaucoup de Guinéens qui aujourd'hui sont dans des localités qui sont pauvres parce que ces Guinéens ne peuvent pas aménager des terrains pour faire. Ils cultivent presque, c'est de la culture de subsistance. Là où la terre le permet, ils cultivent là-bas. Mais lorsque le gouvernement lance des projets d'aménagement hydro-agricole, c'est-à-dire on aménage des terres, on amène l'eau, on donne la possibilité à beaucoup plus de Guinéens d'accéder à ce travail-là, donc d'accroître leur production agricole. Comme on sait historiquement, pour toutes les nations, le premier degré de création de richesse dans les nations, c'est d'abord avec le secteur qu'on a appelé avant le secteur primaire. Donc c'est l'agriculture et toutes les activités qui sont autour de cela. Et ce travail-là, c'est ce que nous allons maintenant faire. Donc nous allons créer les conditions pour faire en sorte que les Guinéens gagnent, travaillent d'abord, parce que lorsque vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas être riche, travaillent, mais puissent avoir plus de revenus. Et pour ceux qui sont les plus entrepreneurs, pour pouvoir peut-être, pourquoi pas, devenir des entrepreneurs et créer de la richesse dans le pays. Et c'est comme ça qu'un pays se développe. Et c'est comme ça que nous souhaitons voir les Guinéens demain toucher aux fruits
de la croissance. Monsieur le Premier ministre, merci. Et par anticipation, nous vous souhaitons une très bonne, heureuse année 2018. Mais je vous profite aussi de votre plateau pour présenter mes vœux à tous les travailleurs de la RTG et de manière générale du ministère de la Communication, donc avec Monsieur le ministre ici présent, mais aussi je profite de votre antenne pour présenter par anticipation mes vœux à mes concitoyens guinéens. Merci à tous, merci à vos équipes techniques et puis au ministère de la Communication qui nous ont aidés à préparer cette émission avec l'appui de la direction technique, de la direction générale de la RTG, accompagnée par la direction technique, toutes les équipes ici mobilisées. Merci à nos confrères de la presse privée qui nous ont accompagnés durant ces moments d'éclairage sur ce plateau. Merci à tous. Guinée Actu revient l'année prochaine. Merci.